introduire notre prochain intervenant, je voudrais simplement remercier une personne sans qui cette cérémonie n'aurait pas pu s'organiser. C'est la vice-présidente de cette grande synagogue, Madame Dorothy Benichoukat, qui a beaucoup œuvré depuis le début pour qu'elle puisse avoir lieu. La décoration florale dans son intégralité, c'est elle qui nous l'offre, et je veux la remercier pour sa fidélité dans tous les projets que mon père a menés depuis le centre Edmond Flegg, lorsque son intronisation à la grande synagogue, l'organisation de son investiture, de grandes conférences, de grands projets au Grand Rabbinat de France, qu'elle a toujours soutenu, qu'elle a vraiment donné toujours beaucoup de son temps de façon bénévole, et je voulais de fond du cœur en tout cas, en notre nom à tous, la remercier. Je parlais tout à l'heure d'amitié ancienne et précieuse. Lorsque nous pensons à Meir Sagroun, évidemment ce sont plein de souvenirs qui remontent à la surface pour mon père, puisque c'est une amitié ancienne qui date de l'époque étudiante. Pour ma part, je me souviens mot à mot du discours qu'il a prononcé lors de ma bar mitzvah, et qui est plein de sagesse, transmission mais en même temps de légèreté, avec des anecdotes dont avec mes sœurs on se souvient encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire à Amir, c'est que lorsqu'à la maison nous parlons de toi, j'entends toujours des mots comme Meir, c'est quelqu'un qui est curieux de tout, pas enfermé dans un monde de Torah ou d'autre chose ou son métier, mais qui s'intéresse à chacun et qui a la capacité d'écouter les autres, qui s'intéresse, qui pose des questions. C'est une grande richesse et ça c'est une vraie bracha dans les relations humaines et dans les relations d'amitié que nous pouvons partager. C'est quelqu'un qui a le souci de l'autre, comme on dit dans notre famille. Et pour terminer, avec le sourire, mais c'est très précieux, mon père nous dit toujours, tu sais, des fois je ne me souviens pas de certaines choses que j'ai pu faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors dès que j'ai une question sur ma propre vie, j'appelle Meir, il connaît mieux ma propre vie que moi-même. Merci beaucoup Meir. Avec plaisir. J'ai été moi aussi obligé, j'ai vu que tout le monde avait des petits bouts de papier, j'ai donc rédigé. Non, ça ne me gêne pas, je suis très rodé. Donc, sauf si vous n'entendez pas avec le masque, vous avez besoin que j'articule très fort, donc je veux bien, mais si vous m'entendez, il vaut mieux maintenir le masque. Gilles, on s'est connus, donc je pense je dois être ton plus ancien ami, hein, ou vieil ami, je ne sais pas, là, mais ton plus... On s'est connus donc à l'école rabbinique en 1973-74 et au-delà, où au début je résidais, je partageais une chambre à la Maison des Mines, rue Saint-Jacques, avec un certain Bouvier de Lyon. Et la première fois où j'avais mis les tefilines, le pauvre, il avait sauté en l'air, il ne savait pas qui c'est celui-là. La kippa ne l'avait pas beaucoup dérangé, mais par contre, les tefilines, j'étais venu de Marseille, rentré le matin tôt, il n'avait rien dit. Et ensuite, j'ai décidé de, bon, finalement, il faut que j'aille dans une synagogue. Je ne connaissais pas très bien Paris. J'ai regardé le plan, j'ai vu que la synagogue la plus proche de la rue Saint-Jacques, c'était la rue Vauquelin. Et c'est là, le jour même, le grand rabbin Guggenheim et ensuite le grand rabbin Chély m'ont dit, ben, viens dormir, quand? Tu viens ce soir? Donc j'ai pris ma valise et je suis allé dormir. Et j'ai appelé le grand rabbin Citruc à la Vache à l'Homme. Je lui ai dit, tu sais, je dors là où tu dormais toi avant. Ah, il m'a dit, tu sais, approche-toi du garçon le plus fromm du monde rabbinique, Gilles Bernheim. Gilles Bernheim, approche-toi de lui. Donc on a sympathisé et on avait notre rituel. Très vite, on a sympathisé. Gilles venait donc prendre le café chez moi, dans ma chambre. J'avais une chambre, j'avais du café, de l'eau chaude, j'avais une petite radio où on écoutait les matchs de foot. Et Gilles avait un rituel de prendre le café dans le capuchon d'un stylo. C'était comme ça, c'était son rituel, dans le capuchon d'un stylo. Bon, j'ai dit peut-être pour des raisons d'hygiène de vie, il ne veut pas prendre trop de café. Mais je le voyais le soir, il prenait donc de la moutarde avec une cuillère à soupe. Il prenait de la moutarde avec une cuillère. Mais j'ai dit, il est bizarre, il est space, quoi. Et il avait l'habitude, il dormait tous les jours de 5 à 7. Tous les jours, il dormait de 5 à 7.
Mais j'ai découvert qu'il ne dormait pas la nuit. Il bossait, il travaillait à un point tel que je prenais n'importe quel livre de sa petite bibliothèque, un livre de philosophie bien sûr, je commençais à lire, il récitait toute la suite par cœur. C'est donc, c'est un phénomène celui-là, c'est quand même pas mal, quoi. Hein, donc, et ensuite, on a gardé donc ce contact. Il nous parlait même des sujets de société. Excusez-moi, ça peut peut-être offenser certains dans l'Assemblée, mais on avait parlé d'avortement à l'époque. Et tu regrettais beaucoup cette loi. Tu nous as expliqué que ce n'était pas une bonne chose vis-à-vis de Dieu et que c'est regrettable que ce soit une juive qui porte cette loi. Je te rappelle donc tes fautes, tout ce que tu as dit. Hein. Et donc, on a continué. Puis ensuite, je le connaissais tellement bien, Gilles. Il avait préparé son discours de sortie de l'école rabbinique, on appelait ça le sermon, c'était sur Rosh Hashanah. Sur Rosh Hashanah, et puis alors, je connaissais par cœur. Et à Purim, c'est moi qui imitais Gilles. Je l'imitais à merveille, à la perfection. Et quand j'ai imité donc Gilles pour son discours de sortie, il y avait le grand rabbin Touati à la Shalom, il était plié de rire. Et je peux vous dire, faire rire Charlie Touati, c'est pas évident. Il était, donc je me dis, mais c'est pas possible. Donc on a gardé cette relation. Ensuite, Gilles a décidé d'aller en Israël, à Brisk, à l'Aïshiva, pour renforcer donc son limoud. Mais on est restés amis. Et je me rappelle, j'étais allé te rendre visite quand tu logeais chez les Foldes. Et je te voyais parler avec tellement d'émerveillement d'Israël, de Yerushalayim, de Harei Yehuda, de Chutzot Yerushalayim. On est même allé nous promener donc dans mes Hacharim et me dit, mais tu te rends compte, regarde les noms de rues, mais c'est extraordinaire. Et je me rappelle, on était passé devant une petite rue qui s'appelait Cave Venaki. Il m'a dit, mais tu te rends compte toute l'histoire qu'il y a derrière Cave Venaki, c'est incroyable. Et je croyais que tu n'allais plus revenir. Tu étais tellement donc, lié à Israël, ce n'était pas le cordon ombilical depuis la création d'Adam Arishon, puisque le nombril du monde se trouve en Eretz Israël. C'est là-bas qu'a été créé le premier homme. C'était un pipeline qui te reliait à Eretz Israël. Et j'ai dit, peut-être que... Bon, ensuite, j'avais de tes nouvelles. Je faisais des cours de Gemara à la rue de Montevideo. J'étais toujours remplaçant, moi, auxiliaire. Je remplaçais Ebrick Dutch, je remplaçais le rabbin Gottlieb, je faisais comme ça. Et un jour, Edgar Bolak à la Shalom, il me dit vous savez, votre ami va se marier avec ma nièce. Ah, j'ai dit, Gilles, il a donc choisi une juive du terroir, comme nous disait le grand rabbin Guggenheim. Donc une fille de Mulhouse, qui a vécu à Mulhouse, qui a passé son bac à Mulhouse, qui est donc une vraie Mulhousienne. Et ensuite, bon, Hachem, il est revenu à Paris. On était content qu'il revienne à Paris. Il ne savait pas trop ce qu'il ferait. Il était à Paris, il regardait un petit peu. Et tu t'es occupé des étudiants dès le début, parce que tu étais quand même la personne idoine pour s'occuper des étudiants, ce monde que tu connaissais très bien. Il se trouve que par le plus grand des hasards, ça va vous faire rire, mais j'étais à Aix-les-Bains. En 1984, nous étions allés en vacances à Aix-les-Bains avec Judith. Nous attendions notre premier enfant. Et j'avais parlé au Rav Raikin, qui était le Rosh Yeshiva. Et il m'a dit, Birnheim, il m'a dit, je lui dis, il est né à Aix-les-Bains. Non, il est né au Revard. Je ne savais pas si tu étais né, je ne savais pas qu'il y avait un truc au Revard. Il m'a dit, il est né au Revard. Il m'a dit, très bien. Je lui ai dit, il s'occupe des étudiants. Et là, je n'avais pas compris. Je l'ai compris que quelques mois après, quand j'ai rencontré un enseignant, il m'a dit, il va s'occuper des pieds, des papiers, des trépieds. Pas compris. Ouais, rien. Un ancien, il m'a dit, il voulait dire les pieux, les papieux et les trépieux. Il m'a dit, il est très bien pour ça, vous allez voir. Voilà ce qu'il m'avait dit donc. Et alors là, on a découvert Gilles à Paris, vraiment bien avant qu'il soit grand rabbin. Hein. Il nous a permis de comprendre, donc c'est marqué toujours dans la Torah, Ushmartem mitzvotai va'asitem otam. Vous observerez mes mitzvot et vous les ferez. Khatam Sofer dit, c'est une répétition. Si j'observe les mitzvot, c'est pour les faire. Pourquoi cette répétition ? Il dit,
Ushmartem mitzvotai milachon ve'aviv shamar et davar, comme dans la paracha. Ça veut dire on est à l'affût. On est à l'affût. Gilles était à l'affût d'accomplir des mitzvot. Et alors là, il répondait toujours présent. Et Joël m'avait même ajouté, et il aime ça. Et il aime ça. Il m'a dit, tu peux le solliciter. Gilles, on a besoin d'un cours, tu sais, les trucs, les Shabbatot d'été, c'est long. Bien sûr, je viens. Gilles, il y a un type au travail complètement assimilé, il n'a pas de famille juive, il a un enterrement, etc. Bien sûr, je viens. Il était toujours sur le pont, c'est incroyable. Il n'était pas du style Pachati Koutonti, comme on dit dans Kashbaoch, il est venu frapper à la porte de Shrinat Israël. Il lui a dit non, mais ça y est, je suis en pyjama, je me suis lavé, qu'est-ce que tu veux que je me rhabille, etc. Non, pyjama ou pas, Gilles, donc on l'appelle, il était là. Il me rappelle une histoire, tu me fais signe si je suis long, hein, tu me dis, il me rappelle une histoire qui était arrivée après-guerre à Amsterdam. Vous savez que malheureusement en Hollande, 100% des Juifs sont morts quasiment en déportation. Ils sont tous morts, ont été déportés. En France, on n'a eu que le tiers qui est mort, c'est beaucoup. Mais là-bas, c'est 100%. Et après la guerre, la commune d'Amsterdam a voulu culpabiliser peu ou prou. Ils ont décidé d'offrir un terrain pour faire un cimetière juif. Alors que c'est interdit normalement. Les cimetières confessionnels dans les pays européens ne sont pas bien vus. Et un jour arrive donc ce grand terrain. Il y avait le premier décédé dans cette communauté. C'était un grand moment pour la communauté. On allait enterrer un juif dans un cimetière juif, entièrement juif. Ils arrivent dans ce cimetière avec la Chevra, ils étaient 3000, c'est énorme à l'échelle d'une ville comme Amsterdam. Ils arrivent, ils rentrent dans le cimetière et ils voient qu'il y avait une tombe déjà creusée. Pas possible. Dans l'exaltation d'après-guerre, ils ont cru que c'était un miracle. Un miracle. Bon, ils ont enterré là-bas donc le mort. Et il rentre en ville, il s'est avéré que c'était un Cohen qui avait creusé. Il aimait, il voulait accomplir cette mitzvah qu'on appelle Chesed Shelemet, cette mitzvah authentique où j'attends rien en contrepartie, Chesed Shelemet. Vraiment une Chesed. Il dit, je ne peux pas, puisque je suis Cohen, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas faire ce service pour les morts. Il avait profité, il n'y avait aucun mort, il avait creusé, dès qu'il a pris, donc il est allé, il a creusé cette tombe pour qu'il puisse accomplir, c'est ça, Ushmartem mitzvotai varasite botam. Vous êtes à l'affût de mes mitzvot et vous les ferez. Ça, c'est Gilles Bernheim. Ushmartem mitzvotai varasite botam. Vous serez, donc il était toujours à l'affût, poussé aussi par Joël, mais il n'avait même pas besoin, il était là, il répondait donc toujours présent. Et donc il a mené des combats difficiles, des combats sociétaux quand il était grand rabbin de France, et il considérait toujours que Akash Baruch Hu a créé le monde avec des lois qui régissent le monde, et on ne peut pas en démordre. Comme nous disait l'ami Claude Rivlin, la loi de la pesanteur ne se vote pas au Parlement. Il y a des règles imposées par Akash Baruch Hu. Ce n'est pas le Parlement qui doit décider pour ce genre de règles. Voilà, donc c'était son leitmotiv. Et je voudrais finir pour exprimer donc mon amitié, ma gratitude, et vraiment ton modèle de fidélité. Tu étais fidèle en amitié, fidèle à la halakha. Il n'y a jamais eu, et ça je te rapporte le propos du rabbin Guggenheim, il n'y a jamais eu une once, quand il était grand rabbin de France, une once d'écart par rapport donc à la halakha. Toujours, et je sais que tu consultais beaucoup, donc les sages de la Torah, d'où qu'ils fussent, donc tu les consultais et tu t'alignais. Et ta fidélité à l'institution consistoriale en particulier, à l'école rabbinique, c'est quelque chose donc de fondamental. Et tu es même reconnaissant. Et on le voit avec la paracha, quand Yosef Hatzadik, il s'est enfui, Vayanos, et il a laissé sa tunique à Madame Potiphar, qui lui avait fait des avances. Ramban dit, mais il était fort, enfin, Yosef Hatzadik. Il était tellement fort, d'ailleurs, dans les prochaines parachotes, on voit, quand Yehuda voulait rentrer en conflit avec lui, il lui a dit, tu veux que je te montre, moi aussi je suis fort. Et il avait brisé
la colonne de marbre du palais en Égypte. Il a dit avec sa main. Donc moi aussi je suis fort. Il était très fort, donc il ne pouvait pas prendre donc, cette tunique, forcer Madame Potiphar à lui rendre cette tunique. Non, il a dit je ne le fais pas par reconnaissance. Ils m'ont hébergé, j'étais un vulgaire prisonnier, un petit esclave juif. Je ne peux pas me battre comme les Égyptiens, et ça nous permet de comprendre. On dit que Ayam Ra'a Vayanos, la mer a vu et elle s'est enfuie devant la mer Rouge. Pourquoi elle s'est enfuie? Vayanos, elle s'est rappelée de Vayanos. Yosef Hatzadik, Vayanos, il s'est enfui pour ne pas, parce que les Juifs, à la sortie d'Égypte, c'est sûr qu'ils auraient pu gagner la guerre. Et ils étaient 600 000, où on pense au maximum les Égyptiens devaient être 50 000 en âge de se battre. Et les Juifs étaient sur une tendance comme ça. Ils ont dit non, on ne va pas se battre contre les Égyptiens qui nous ont hébergés. N'oublions pas que quand il y avait la famine, on est venu en famine. Donc cette reconnaissance, cette fidélité en amitié, cette gratitude, cette fête de Rosh Hashanah, de Hanouka, donc on l'a fait, c'est un moment de Hoda'a, et je vous souhaite vraiment une très bonne Aliyah. Je sais votre lien en Israël, donc ça ne m'a pas surpris, puisque je parlais de pipeline qui vous reliez à Israël, et je fais un souhait, je vais encore te froisser, Elia. Odishama Be'arei Yehuda Uprotzot Yerushalayim, et que nous, tous ensemble, le Tzibour, d'ailleurs vous pouvez répondre Amen, la tfila du Tzibour, nous irons à ton mariage et on va chanter avec le quintet Odishama Be'arei Yehuda Uprotzot Yerushalayim. Merci. Merci beaucoup à Meir Sagroun pour ses mots si importants et sa présence, ainsi que son épouse Judith.